À 2h47 heure locale, ce patrouilleur russe détecte sur son radar quelque chose d'impossible. Des drones ukrainiens fonçant droit vers l'espace aérien le plus protégé de Crimée. Ce qui s'est passé ensuite allait exposer une faille fatale dans l'ensemble du système de défense russe. Soudain, l'écran de l'opérateur de drone explosa de lumière. 5 missiles filèrent à travers l'obscurité. 30 millions de roubles d'armement de précision tirés dans la panique. Mais ce n'étaient pas les cibles pour lesquelles la Russie s'était entraînée. Lorsque la fumée se dissipa, les Russes virent quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Le drone volait toujours, totalement intact. Désormais, à l'intérieur de l'espace aérien criméen, ces drones FPV n'avaient qu'un seul objectif en tête, neutraliser les défenses russes entourant le mont Hari. Mais d'abord, ils devaient survivre à quelque chose que personne n'avait jugé possible. Sur la plage en contrebas, un système de défense antiaérienne russe Pantsir S-1 fit pivoter frénétiquement son antenne radar. Ce n'était pas un vieux rebut soviétique, c'était leur arme de défense ponctuelle de premier choix, conçue pour détruire les missiles de croisière et protéger les sites russes importants. Elle venait de brûler 30 millions de roubles de missiles sans toucher un drone qui coûtait moins cher qu'un iPhone. Tandis que les drones poursuivaient leur route, le mont Haïpetri emplit l'affichage thermique, ses dômes caractéristiques couronnant son sommet comme des balles de golf géantes. Le Pantsir tira à nouveau, passant cette fois à ses canons de 30 mm. Les traceuses dessinèrent des motifs lumineux à travers l'obscurité. Magnifique et totalement inutile. Les obus n'étaient même pas proches. L'opérateur russe avait un problème qu'il ne comprenait pas. Le drone ukrainien volait perpendiculairement au faisceau radar à exactement 50 mètres d'altitude, ce qui créait ce qu'on appelle une encoche Doppler. C'est parce que les radars ne se contentent pas de voir les objets. Ils mesurent la vitesse à laquelle quelque chose se déplace vers ou s'éloigne d'eux. Cette vitesse s'appelle la vitesse radiale. Si un drone vole latéralement à travers le faisceau radar au lieu de s'en approcher ou de s'en éloigner, sa vitesse radiale tombe presque à zéro. Pour l'ordinateur du radar, une cible à vitesse radiale nulle ressemble à un clutter stationnaire au sol. Le système la filtre donc pour éviter de suivre ces fausses cibles. Pire encore, les ondes radar rebondissant sur la mer créaient des images fantômes sous chaque drone. L'ordinateur de poursuite tentait de faire la moyenne entre la cible réelle et son reflet, envoyant les missiles dans le vide entre les deux. Ces fusées de proximité avaient besoin de quelque chose de la taille d'une portière de voiture pour se déclencher. Une demi-mètre carré de retour radar. Ces drones renvoyaient le centième de cela. Les missiles ne les reconnaissaient littéralement pas comme des cibles valides. Pendant que l'opérateur du Pantsir comprenait pourquoi son système était désormais un presse-papier hors de prix, d'autres drones apparurent dans le flux thermique, convergeant de vecteurs différents comme un essaim de guêpes mécaniques. Le Pantsir les avait détectés à 2 km, mais ces missiles avaient besoin de 1,5 km juste pour armer leurs ogives à une vitesse de fermeture de 40 mètres par seconde. Cela signifiait 12 secondes entre la première détection et le moment où il les regardait passer. 12 secondes pour engager des cibles que son système n'était pas conçu pour voir. Les échanges radio explosèrent sur les fréquences russes. Les contrôleurs exigeant un soutien de chasse. L'opérateur du Pantsir signalant de multiples contacts impossibles à engager. Quelqu'un hurlant à propos de missiles qui ne suivaient pas. Ce n'étaient pas les Tomahawks pour lesquels il s'était entraîné. C'étaient des jouets se déplaçant à la vitesse d'une autoroute. Et d'une manière ou d'une autre, cela les rendait invisibles. À 02h50, le drone de tête ajusta légèrement sa trajectoire, s'alignant sur la première structure en dôme. À l'intérieur de ces coquilles protectrices se trouvaient des radars valant des centaines de millions, des équipements capables de suivre des missiles balistiques dans l'espace, censés détecter des chasseurs furtifs, fournir une alerte précoce pour toute la région de la mer Noire. Les dômes eux-mêmes coûtaient des millions à construire, conçus pour survivre à des bombes de 1000 livres larguées de 30 000 livres. Personne n'avait envisagé ce qui se passerait lorsque l'attaque viendrait d'électronique grand public volant à hauteur de cimes d'arbres. Derrière le drone de tête, d'autres approchaient de leurs cibles assignées. L'opérateur du Pantsir ne pouvait que regarder son écran et signaler son échec. La réponse de son commandant fut immédiate et désespérée. Décoller les chasseurs maintenant. Au moment où le Pantsir abandonnait, un chasseur Su-30 plongea à travers l'obscurité précédant l'aube. C'était la réponse russe au F-15, tout juste sorti d'usine, équipé de poussées vectorielles et d'un radar censé pouvoir suivre des balles de golf depuis l'espace. Mais il allait bientôt montrer qu'il ne pouvait pas voir quelque chose juste devant lui. Le radar BARS du pilote, le radar principal de l'avion pour le suivi des cibles et le guidage des armes, affichait quelque chose qui n'avait aucun sens. Les contacts apparaissaient et disparaissaient comme des lucioles.
présent lors d'un balayage, puis disparu au suivant. Le système avait besoin de 5 retours radar consécutifs pour confirmer qu'une cible était réelle. Mais ces drones tombaient sous le plancher de bruit après 2 ou 3. Le plancher de bruit est le niveau de base du bruit radio ambiant qu'un radar ou un récepteur capte naturellement. Et quand le signal d'un drone tombe en dessous de ce niveau, il devient effectivement invisible car le radar ne peut pas le distinguer du bruit de fond statique. Cela pousse l'ordinateur à recommencer sans cesse, sans jamais obtenir assez de données pour établir ce que les pilotes appellent un fichier de suivi. Frustré que son radar ne puisse pas maintenir le verrouillage, il lâcha quand même un missile. Le R-73 se détacha de l'aile, le moteur s'alluma, accélérant à Mach 2,5 en quelques secondes. 20 millions de roubles d'ingénierie de précision conçus pour poursuivre des chasseurs à réaction dans n'importe quelle manœuvre. La caméra thermique du drone captura tout, le missile fonçant vers le drone, la tête chercheuse balayant, se rapprochant, de plus en plus près, puis déviant comme s'il s'était souvenu de quelque chose de plus important ailleurs. Le problème était la température. Le R-73 chassait des moteurs à réaction brûlant à 1000 degrés Celsius. Des signatures thermiques qu'il pouvait verrouiller à 30 km. Ces moteurs électriques de drone tournaient peut-être à 50 degrés, à peine plus chaud qu'un ordinateur portable. Le chercheur infrarouge ne pouvait pas les voir avant d'être à moins de 500 mètres. Et à ce moment-là, il allait trop vite pour corriger sa trajectoire. Mais avant que les drones puissent réagir, le pilote tira un deuxième missile, passant si près que l'explosion secoua la caméra du drone. Toujours pas de coup au but. Même en tirant 40 grammes à Mach 2,5, le rayon de virage du missile était encore de 600 mètres. Quand on engage à 2 km et que la cible effectue des zigzags aléatoires toutes les 2 secondes, il n'y a tout simplement pas assez de place pour manœuvrer. La physique se fiche de la sophistication de vos armes. De plus en plus désespéré, le pilote lâcha un troisième missile, puis un quatrième. Le pilote venait de brûler 80 millions de roubles d'armement sans rien à montrer. Mais il lui restait une dernière chose à essayer. L'arme que vous voyez ici s'appelle un GSH-30, et à 0h52, il ouvrit le feu, crachant des obus de 30 mm à 1500 coups par minute. Mais aucun des tirs ne touchait. C'est parce que l'ordinateur de contrôle de tir calculait des angles d'avance parfaits basés sur une prédiction linéaire, en supposant que la cible continuerait à voler en ligne droite. Toutes les 2 secondes, ces drones changeaient aléatoirement de direction à gauche ou à droite, de seulement 2 à 3 mètres, assez perceptible. Au moment où ces obus parcouraient 1 km, ce petit décalage était devenu un manqué de 10 mètres. L'ordinateur résolvait le problème de la seconde précédente pendant que les drones en créaient de nouveaux. Pendant ce temps, 500 mètres plus bas, le premier drone atteignit sa cible. Le radar 96L6E, désignation OTAN Cheeseboard, était exposé sur son support véhicule. Ce n'était pas n'importe quel radar. Il fournissait les données de ciblage pour les systèmes S-400, pouvait suivre 100 cibles simultanément, coordonner de multiples engagements de missiles. Sans lui, ces célèbres S-400 que tout le monde craignait ne verraient pas au-delà de leur propre capteur. À 0h54, la charge creuse du drone explosa contre l'antenne. Du cuivre fondu se déplaçant à 8 km par seconde perçait les électroniques délicates, créant des chemins électriques entre des circuits qui n'auraient jamais dû se connecter. Des millions de dollars d'électronique sophistiquée se transformèrent en ferraille fumante en un clin d'œil. À court de missiles, le Su-30 remonta brutalement. Le pilote signalant son échec au contrôle au sol, son jauge de carburant indiquait qu'il devait rentrer à la base immédiatement. 4 missiles tirés, des centaines d'obus de canon dépensés, 0 coup au but. Tandis qu'il s'élevait, d'autres drones continuaient sans opposition vers le mont Atri. Mais le radar du pilote affichait quelque chose qui n'avait aucun sens. Ces nouveaux contacts ne venaient pas du territoire ukrainien. Ils apparaissaient de nulle part, se matérialisant à 10 km au large des côtes comme des fantômes surgissant de la mer elle-même. Le contrôle au sol avait la même lecture impossible. Pendant que les Russes se concentraient sur ce qui était déjà en vol, ils n'avaient pas réalisé ce qui se trouvait juste sous leur nez, à 10 km au large de la côte de Crimée. Des drones FPV étaient posés sur des rails de lancement. Leurs opérateurs nulle part près de cette plateforme flottante. Les bateaux, sans nom officiel pour l'instant, mais appartenant à la famille Ursula, étaient là depuis 2 heures, totalement invisibles à tous les radars de la montagne devant eux. Le secret était la géométrie, pas la technologie. Le radar Podliot K1 sur le mont Aipetri pouvait détecter des aéronefs à 300 km et suivre des missiles balistiques dans l'espace. Des capacités impressionnantes à moins de comprendre la trigonométrie de base. Situé à environ 3600 feet d'altitude avec un angle de dépression minimal de moins 2 degrés. Le radar ne pouvait physiquement rien voir en dessous de 43 mètres d'altitude dans un rayon de 10 km du rivage.
Ces bateaux croisaient à 5 mètres au-dessus des vagues. Ils n'évitaient pas la détection. Ils naviguaient dans une zone aveugle de la taille d'une petite ville que la physique avait creusée dans la couverture. Voyant les premiers drones neutraliser le radar S-400, les USV commencèrent à lancer d'autres drones dont les moteurs électroniques tournaient avec un bruit d'abeilles furieuses. Mais comment ces drones SPV pouvaient faire cela à des dizaines de kilomètres du rivage était grâce à ce système. Vous voyez, l'Ukraine ne fait pas voler les drones directement d'Odessa à la Crimée avec un seul signal radio. Ce serait impossible, car la courbure de la Terre et la distance bloqueraient la connexion après seulement quelques miles. Au lieu de cela, ils utilisent des bateaux relais comme celui-ci, positionnés à 10 à 20 km au large de la côte criméenne. Ces bateaux agissent comme des tours cellulaires flottantes avec de hautes antennes et des radios puissantes ou des liens Starlink. L'opérateur de drone à Odessa envoie les commandes via un lien Internet chiffré au bateau. Le bateau transmet alors ses commandes au drone à proximité. Le flux vidéo du drone suit le même chemin en sens inverse, rebondissant du drone au bateau, puis de retour à Odessa presque instantanément. Cette configuration signifie que l'Ukraine n'a pas besoin de dizaines de bateaux pour couvrir toute la distance de plus de 200 km. Seulement 3 à 5 bateaux relais positionnés au large peuvent gérer la mission. Ils restent assez proches des drones pour maintenir une connexion propre et à faible latence, tandis que des liens de données sécurisés à longue portée gèrent la distance entre l'opérateur et les bateaux. Ce système permet aux opérateurs de rester en sécurité loin de la ligne de front tout en pilotant des drones avec précision profondément dans l'espace aérien contrôlé par la Russie. Cela signifie qu'ils menaient des missions de combat en buvant un café, contrôlant tout via ce qui était essentiellement un prolongateur Wi-Fi flottant. Même si la Russie découvrait d'où venaient les signaux, elle ne pourrait jamais les atteindre. À 0h57, d'autres bateaux devinrent visibles à l'approche de l'aube, chacun lançant son propre essaim. Les drones ne formaient pas de motif d'attaque militaire qui aurait pu déclencher des alertes. Au lieu de cela, ils se dispersaient comme des oiseaux effrayés, chacun prenant un chemin apparemment aléatoire qui convergerait d'une manière ou d'une autre sur Hypetri au même moment exact. Drôle comme la nature fonctionne parfois. Les radars côtiers qui auraient dû repérer ces bateaux avaient été programmés pour les ignorer. Les processeurs de signal filtraient tout ce qui se déplaçait à moins de 20 nœuds, comme du trafic civil. Bateaux de pêche, navires de fret, pas dignes de l'attention des systèmes militaires. Ces USV croisaient délibérément à 15 nœuds ou moins, ressemblant exactement à tous les autres cloteurs non menaçants encombrant l'écran. Pour les ordinateurs surveillant les côtes de Crimée, ils étaient invisibles par choix. En l'espace de 2 minutes après ce nouveau lancement, le drone de tête du deuxième essaim approcha la base du premier dôme. Pas de fenêtre, pas de porte, juste du béton lisse et de la fibre de verre conçue pour survivre à un bombardement aérien. Mais les Ukrainiens avaient trouvé ce que les concepteurs avaient négligé. Des panneaux d'accès d'urgence au niveau du sol où les équipes de maintenance pouvaient entrer. Ces panneaux pouvaient résister à 500 PSI de surpression provenant d'explosions de bombes au-dessus. Ingénierie impressionnante, mais personne n'avait envisagé un contact direct avec des charges creuses. Un jet focalisé de cuivre fondu délivrait 2 millions de PSI au point d'impact. Les panneaux en acier renforcé auraient aussi bien pu être en papier. Le dôme Nebo encaissa le coup suivant. Ce radar était le joyau de la couronne russe, la réponse à la technologie furtive. Utilisant des fréquences métriques qui pouvaient soi-disant détecter des F-35 à 600 km. Sans lui, chaque batterie S-400 en Crimée serait aveugle au-delà de 40 km. Leurs propres radars sont incapables de voir au-delà de l'horizon sans ce flux de données crucial. À 0h59, les bateaux avaient lancé tous leurs drones. Avec les Russes désormais aveugles pour de bon, il était temps d'abattre le marteau. À 03h02, tout le monde russe explosa sur le sommet de la montagne. Le gigantesque réseau VHF du Nebo, désormais exposé avec son dôme percé, encaissa des coups directs sur des jonctions cruciales. Les charges creuses ne faisaient pas seulement des trous, elles créaient des canaux de plasma qui transformaient les isolants en supraconducteurs. Quand le jet de cuivre perçait, la résistance tombait presque à zéro. Soudain, ces circuits de 2 ampères transportaient 1000 ampères, et la surtension se propageait à travers les guides d'onde vers les modules adjacents plus vite que l'électricité dans l'eau. 40 secondes plus tard, le Podliot K1 encaissait de multiples coups sur ses sections d'émetteurs. Ce radar surveillait les approches à basse altitude de Crimée, pouvait suivre des missiles de croisière en rasant le terrain à 300 km. Sans lui, tout ce qui se trouvait en dessous de 100 mètres d'altitude devenait invisible pour l'ensemble du réseau de défense. Des années de couverture disparurent en quelques secondes. À 3 km, le navire de débarquement BK-16 apparut dans le flux thermique.
L'équipage avait repéré les drones approchant et ouvrit le feu avec tout ce qui était disponible. Canon de pont de 14,5 mm, armes légères. Le radar de navigation du bateau montrait des points approchant sur l'écran, mais les radars de navigation ne calculent pas de solution de tir. Ils tiraient sur des ombres et l'espoir. Le drone assigné au BK-16 ignora complètement le feu défensif. Ce n'étaient pas des armes intelligentes qui pouvaient être brouillées ou leurrées. Elles étaient bêtes et déterminées, suivant des weapons GPS jusqu'à l'impact avec une certitude mécanique. Le flux thermique coupa juste au moment où il touchait sa proue. Sur la montagne, la cascade s'accéléra. Les batteries S-400 qui protégeaient la Crimée, ces armes que tout le monde craignait capables d'atteindre 400 km et d'abattre n'importe quel aéronef du ciel, venaient de devenir de très coûteux ornements de pelouse. Elles avaient besoin de l'alerte précoce Nebo à 600 km pour voir au-delà de leur propre horizon radar de 40 à 50 km. Elles avaient besoin du suivi à basse altitude du pod Lyot pour détecter tout ce qui se trouvait en dessous de 100 mètres. Elles avaient besoin du 96 L6E encore en feu pour coordonner les transferts entre systèmes. Sans ces radars, leurs opérateurs ne pouvaient que s'asseoir et regarder ce qui se passait ensuite. Le poste de commandement d'Aipetri encaissa le coup final. Ce bunker n'abritait pas seulement des ordinateurs. C'était le cerveau qui faisait fonctionner la défense aérienne de l'ouest de la Crimée comme un réseau. Chaque piste, chaque identification, chaque ordre d'engagement passait par des serveurs qui allaient devenir de très coûteux générateurs de fumée. La charge creuse transforma la porte renforcée en art moderne. Le feu jaillit de l'entrée alors que tout à l'intérieur, ordinateurs, câbles, documents classifiés, commençait à brûler. Des explosions secondaires indiquaient quelque chose de volatile en train de cuire, probablement des munitions ou des réserves de carburant. Quelle que soit la capacité de commandement qui existait ici, était perdue à jamais. Sans ces actifs, toute la chaîne volant en éclats. Les radars d'acquisition ne pouvaient pas trouver de cible à transmettre aux radars de contrôle de tir. Les radars de contrôle de tir ne pouvaient pas recevoir de données de suivi à assigner aux lanceurs. Les lanceurs ne pouvaient pas obtenir les informations nécessaires pour guider les missiles à l'interception. Chaque maillon avait été sectionné